Je suis extrêmement confiant. Ouais, c'est un peu le combat de mon engagement, c'est de faire prendre conscience à ma génération tous les bouleversements qu'on va vivre pendant ce siècle. On va les vivre. Euh, la perte de l'hégémonie américaine, du point de vue de la monnaie, de l'économie, de la culture militaire, l'intelligence artificielle. On n'en est qu'aux prémices de ce que l'intelligence artificielle sera capable de faire à l'avenir. Le dérèglement climatique qui va nous demander de s'occuper des conséquences, mais aussi des causes du dérèglement climatique. Ça veut dire la façon dont on produit et dont on consomme. Se pose la question. Qui organise la production et la consommation? Ce sont les milliardaires. Donc il y a tout un ordre géopolitique du monde et un ordre économique du monde qu'on va être obligé de changer. Je pense que ce siècle, nous allons vivre la fin du capitalisme parce que nous n'avons tout simplement pas le choix. Ce mouvement a transformé des gens, et des gens très différents, des gens un peu militants, des gens pas du tout militants, et qu'ils ont le sentiment de pouvoir maintenant parler politique. Ils ont le sentiment d'avoir le droit de dire quelque chose, et je crois que c'est le grand effet du mouvement des Gilets jaunes. C'est une sorte d'habilitation à pouvoir parler en son nom en tant que citoyen. Tout est déjà orchestré, ils ont déjà leur conclusion en tête. En fait, quand ils nous auditionnent, ils savent très bien ce qu'ils vont écrire dans le rapport. Et moi, j'ai discuté après en off avec Florent Boudier, là. Et je lui ai dit, mais je comprends pas, parce que visiblement, vous voulez essayer de comprendre pourquoi des militants écologistes se radicalisent. Parce que c'est ce qu'ils avaient dit pendant l'audition de DR. Et il m'a dit, ah non, mais vous n'avez pas compris, Madame Pastier. Et il n'arrêtait pas de me répéter ça. Vous ne comprenez pas, Madame Pastier. Et en gros, il me disait, il y a les gentils et il y a les méchants. Et en fait, leur rapport, il est là pour ça. Il est là pour dire, non mais il y a les gentils militants écolos qui restent bien à leur place, et puis il y a les autres. Et à l'époque, je savais pas trop où est-ce qu'il allait nous caser. Bon, bah, il nous a mis chez les méchants, clairement. C'est vraiment cette mise en scène aussi au niveau du gouvernement français. La loi renseignement en 2015, elle passe et on nous explique dans l'hémicycle, les ministres nous expliquent qu'en fait, on se plaint de la surveillance d'État, mais on est tous à filer nos données à Google. Donc franchement, on n'est pas très conséquent et on ferait mieux de faire confiance au gouvernement français, au ministère de l'Intérieur, plutôt qu'à des entreprises américaines, même pas de chez nous. Et tout ce discours-là, en fait, est extrêmement trompeur. C'est des artifices rhétoriques qui masquent la réalité d'un phénomène qui est en effet celui d'une cooptation, d'une fusion, je dirais même, entre les infrastructures de Big Tech et de celles des États. Et ce qui se passe à travers des textes comme la loi Avia, donc qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais qu'on retrouve en fait dans le texte européen, le Digital Services Act, et tous les aménagements autour des règles de censure et de surveillance, c'est vraiment l'incorporation des techniques et des modalités qui ont été développées par les GAFAM dans un cadre extra-légal et leur institutionnalisation à travers l'adoption de ces législations. Il faut relire rétroactivement les déclarations de Darmanin dans la presse, ou de Fesneau, ou de Macron himself, hein, qui nous annoncent tous avec leur petite musique et à se préparer à voir des images très violentes à Sainte-Soline. Putain, mais ça, on ne l'a pas annoncé, nous. On n'a pas annoncé qu'il allait y avoir la guerre. Ils utilisent leur pouvoir et leur fame, leur réputation, le fait qu'ils soient connus, pour justement abuser de ce pouvoir en commettant des violences sexistes et sexuelles. C'est comme ça qui se produit. Donc, ne pas le raconter, c'est passer à côté d'une partie de la réalité. Ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, on essaye quand même, encore une fois, je ne dis pas qu'on le réussit à chaque fois, mais de montrer dans chaque histoire en quoi elle documente précisément un système. Les violences sexistes et sexuelles sont un système de pouvoir. Elles sont massives dans la société. C'est un fait structurant de la société. Et ces enquêtes doivent venir illustrer ça. Le bloc macronien aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a ce résultat assez frappant dans le livre, qui est de dire c'est le vote le plus bourgeois de l'histoire de France. Dans le Nord, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui restent. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai évoqué, il y a des hôpitaux qui ne sont pas transportables. Il y a des familles qui ne peuvent pas partir au sud parce qu'elles n'ont pas de bagnole, pas forcément d'eau, d'essence, parce que ça bombarde et donc ils ont peur de bouger. Tu dis au nord de la bande. De la bande de Gaza. Donc il faut absolument aussi considérer que l'aide humanitaire, elle doit pouvoir être livrée au nord, sinon c'est une catastrophe annoncée pour des centaines de milliers de personnes. J'aurais voulu être nulle part ailleurs ce jour-là, je n'aurais pu être nulle part ailleurs ce jour-là. Que d'être capable de se dire à ceux d'après, eh bien, ils étaient 35 000. Voilà, il y a cette histoire de la plus grande mine de lignite en Europe. Eh bien, il y en avait 35 000, des irréductibles, qui jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, sont restés droits, debout face à ces monstres qui étaient en train de manger la terre. Nous défendons des batailles collectives parce que nous sommes au service d'un droit collectif. Nous ne sommes pas au service d'une histoire héroïque personnelle.
Nous sommes au service d'un droit de savoir de tout le monde, des citoyens. L'adversité nous oblige à nous structurer, l'adversité nous oblige à nous solidariser, et ça c'est plutôt... on va dire merci Gérald. La police est une institution qui, d'une certaine manière, a gagné en immunité à la suite des émeutes qu'elle avait déclenchées. Il peut y avoir, comme il y a eu le week-end dernier, 50 mecs habillés de noir, masqués, qui se baladent dans les rues avec des armes blanches en main, dans une société du tout sécuritaire, où il y a des caméras de surveillance partout dans les villes, où il y a des flics à chaque coin de rue. Les mecs défilent, se baladent dans le centre-ville toutes les semaines, comme ça. Et ça, c'est pas possible. Enfin, c'est qu'on les laisse faire. Considérer déjà que la violence qu'on vit en ligne n'est pas grave tant qu'elle n'est pas dans la vraie vie, c'est faux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas attendu d'être confrontée et d'être attaquée physiquement pour considérer que ce que je vivais, c'était violent. Mais bon, on me demande souvent, alors c'est quoi le pire? Est-ce que quelqu'un t'a, par exemple, cassé les genoux? J'étais là, non, mais c'était pas nécessaire, vraiment. Et en fait, ces idées redondantes que le monde d'Internet n'est pas le monde, en fait, c'est vraiment juste un espace public, c'est une autre rue. Facebook, c'est une bombe démocratique à retardement, parce que quand Facebook peut savoir quels sont les sujets qui vont te faire sortir de ton canapé et aller manifester dans la rue, ils peuvent derrière faire Cambridge Analytica et donc avoir suffisamment de données qui ont été exploitées par Cambridge Analytica pour manipuler les votes sur le Brexit ou sur l'élection de Trump en 2016. Et c'est aussi un moyen de répression a posteriori. C'est ce qu'on voit aux États-Unis où tu as certains États qui font passer des lois anti-avortement, par exemple, et tu as des data brokers qui vendent ou achètent des données sur les femmes qui vont avorter pour aller après les poursuivre en justice. Et pour l'instant, en France, on voit pas encore concrètement ce genre de choses, mais c'est vraiment un risque qui est là. Et pour peu que l'État que ça bascule encore vers l'extrême droite, le risque, il est réel, en fait, pour tous les militants de gauche. Il y a des politiques hyper intéressants, hyper forts, mais personne n'en parle, du coup. Les politiques qui bossent à l'Assemblée du matin au soir et qui fait des trucs, qui bossent bien et tout, on s'en fout, nous. Nous, ce qu'on aime, c'est le sang, c'est les ragots, c'est la stratégie, c'est les coups de pute, quoi. S'il y a un séparatisme, s'il y a des Français qui font sécession avec les autres, c'est bien précisément les plus riches, en s'appropriant les richesses et les pouvoirs d'une façon telle qu'aujourd'hui, on a des tas de statistiques qui tombent tous les jours sur, je sais pas, un tiers des Français qui ne peuvent plus assurer 3 repas par jour, des étudiants qui vont à la soupe populaire, des salaires qui n'augmentent pas, les fins de mois qui sont impossibles, avec des richesses insolentes en millions et en milliards d'euros, avec des dividendes qui explosent. C'est juste incroyable qu'on accepte un système aussi violent, hein, parce que c'est plus que des inégalités sociales, c'est des prédations qui mettent à mal la santé et la vie des plus modestes. L'équation selon laquelle plus de bleu dans la rue produit moins de délinquance, elle est absurde. Plus de bleu dans la rue produit tout simplement plus de bleu dans la rue. Sur le plan politique, je suis ce qu'on pourrait dire, j'appartiens à une catégorie un peu novatrice, je suis un enfant des Gilets jaunes. Un de ses meilleurs amis d'enfance, militant du Front National historique comme lui, Maton, enfin on dit plus Maton mais surveillant de prison, qui nomme à son arrivée chef de cabinet, je crois, je le dis de mémoire, le titre exact ça doit être ça, et qui va l'accompagner, qui avait pris l'habitude régulièrement de le saluer d'un Heil Hitler à la porte du bureau en claquant les talons, sous couvert d'humour, évidemment là aussi. Le confinement a été le premier moment dans l'histoire du pays où des drones ont été utilisés sur l'ensemble des départements français. L'ensemble du territoire, sans aucune exception. Quand je dis enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police, j'en ai même une confirmation presque incroyable de la part de l'homme qui incarne le plus la ligne la plus dure du ministère et qui me dit pourquoi. Parce qu'il dit maintenant c'est le ministère de la sécurité de l'État. C'est moins le ministère de la police et de la population,
c'est devenu davantage avec l'intégration des gendarmes, avec la montée en puissance du renseignement. Tous les uniformes sont là. Et on a un ministère de l'Intérieur qui est devenu une forme de ministère de la sûreté de l'État, un peu sur le modèle des pays de l'Est. On pourrait dire la Stasi ou la Securitate. Alors, il ne va pas jusque-là, mais on n'est pas loin de ça. Alors évidemment, on peut me dire que le parallèle est un peu tiré par les cheveux, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les personnes en situation de précarité qui sont envoyées en prison ferme pour avoir volé de la nourriture, et des gens qui ont tué ou mutilé sont pratiquement pas envoyés en prison. Moi, je ne suis pas très fan de la prison dans l'absolu, mais c'est simplement... c'est quand même un côté justice de classe assez fort. On peut penser au policier qui a tué Amin Bentounsi. Il a fini par être condamné aux assises en appel, à de la prison avec sursis, mais sauf qu'en fait, là, il peut continuer. Il est syndicaliste policier aujourd'hui. Elle est où la République quand on laisse des gens croupir dans la boue à Calais, par exemple? Elle est où la République quand on traque dans la montagne à Briançon des gens qui ont déjà traversé la moitié d'un continent, la moitié du monde, pour venir survivre ici? Elle est où la République quand des jeunes se font contrôler au faciès tous les jours? Moi, je suis par exemple élu de Mantes-la-Jolie. Elle est où la République quand des gamins ont été parqués main sur la tête avec un policier qui dit voilà une classe qui se tient sage? Bon, pour moi, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, c'est-à-dire que la République, c'est pas juste des mots, c'est pas une incantation, ça doit être une promesse dans la vie quotidienne de chacune et de chacun, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine. Ils ne sont pas eux-mêmes issus de la classe bourgeoise et ils ne profitent pas des privilèges de la classe bourgeoise. Ils ont des miettes, le bon salaire, etc. C'est des miettes pour justement qui conservent cet ordre-là. Mais ils n'ont pas intérêt. L'intérêt collectif de ces agents, ce serait justement que ces manifestations gagnent et arrivent à changer le pouvoir et inversent les rapports de domination. Et pourtant, ils protègent quand même cet ordre-là. Et du coup, il faut les mettre dans un climat particulier parce que sinon, ils auraient tendance sûrement à sympathiser, à avoir de l'empathie pour ceux qui sont en face. Et du coup, je pense que pour que le système capitaliste et néolibéral se maintienne, il y a besoin de cette police qui soit répressive. Parce que si elle ne l'est pas, le système ne tient pas en fait. Le ministère, au bout de 10 mois, si je ne me trompe pas, nous a donné ce chiffre de 910 policiers et gendarmes mis en cause depuis 2021. 910. 910. Et dans le détail, c'est 437 gendarmes et 473 policiers, donc mis en cause pour violence conjugale. On a vraiment voulu faire, avec toute l'équipe, faire un film qui montre que dans toutes les crises, même les plus noires et les plus profondes, il y a des parcours d'émancipation qui sont possibles, il y a des solutions qui sont possibles, il y a de la lumière qui est possible. C'est vraiment quelque chose auquel on croit profondément. Je continue à penser qu'il y a un espace de lutte politique entre la traçabilité et la surveillance. C'est-à-dire que je vois bien comment la traçabilité générale s'est mise en route et que même si j'écris des livres pour limiter l'espace du calcul et le domaine du calcul, je ne vois pas comment on va limiter à un moment donné le domaine du traçage. Donc ça se situe plutôt, en aval, quoi, de dire bon, on est tracé. Je pense qu'en revanche, le combat politique majeur, en tout cas de mon point de vue démocratique, c'est justement la frontière qui doit être absolument la plus étanche possible et qui ne va pas se faire naturellement, et qui ne va pas se faire par autorégulation, et qui ne va pas se faire par volonté tombée du ciel, entre la traçabilité et la surveillance. Alors, ça va se faire comment alors? Par la lutte politique. Ça, je crois vraiment. Je pense que ton émission, elle a cette vocation-là. C'est un exercice d'éduc-pop. Ça permet de s'équiper, de s'outiller, d'aller au-delà de l'idée préconçue, d'aller ensuite sourcer tout ça. Voilà. Et puis on est venu voir David Dufresne, qui est un bon gars quand même. Hein. Quel plaisir de le voir à chaque fois. Merci beaucoup. Denis Robert, Mathias Enthoven et leur équipe ont estimé qu'au bout de 2 ans, la formule au poste avait fait sa vie à Blast, ce que c'est mieux. Ce dont je convenais absolument. Donc on n'a plus cette source de revenus. On n'a plus que donc les dons. Voilà. Donc on a besoin de vous, les amis.